Alors là, Alexis, on va parler des mégalithes. On va parler des mégalithes avec notre ami Crix. Bonjour Crix. Et bonsoir tout le monde. Donc, n'hésitez pas surtout à aller vous inviter parce qu'il fait des super vidéos et je trouve vraiment Bonsoir tout le monde. vraiment pas assez vu. Donc n'hésitez pas à vous inviter, à vous abonner et puis aller voir ces vidéos parce qu'elles sont vachement bien faites. Est-ce que tout le monde m'entend? Salut, on t'écoute déjà, présente-toi. Eh ben écoutez, moi c'est Crix, ravi d'être ici, merci de m'avoir invité encore à nouveau. Bah, je t'en prie. Moi, je fais des vidéos d'archéologie, d'histoire, sur toutes les civilisations anciennes. Alors, j'aime bien surtout toucher à des sujets où personne ne parle pas forcément. Et bah écoute, déjà tu nous fais un petit point sur ce que sont les mégalithes et est-ce que ça avait une utilité plutôt religieuse ou plutôt utilitaire? Et puis en fait tu nous fais un petit débrief en gros pour commencer. Alors, va falloir en fait découper le mégalithisme en plein de petites sections qu'on va voir l'une après l'autre, parce que le terme mégalithisme regroupe beaucoup de choses. Le principe déjà, c'est de parler de très grosses pierres, le terme mégalithe. Et ces très grosses pierres sont installées et variées, comme les dolmens et les menhirs, mais il y a aussi d'autres ouvrages, et donc on va en parler au fur et à mesure. Ok, d'accord. Donc en gros, ces mégalithes, comme son nom l'indique, en fait, c'est juste une grosse pierre. Donc tout ce qui englobe les menhirs. Est-ce que par exemple, on pourrait dire que les très gros murs qui sont construits en Amérique du Sud là, que LRDP nous a vendus à tort et à travers, sont des mégalithes? Alors, oui et non. On utilise plutôt un autre terme pour tout ce qui est mur à très grosses pierres. C'est l'architecture cyclopéenne. C'est une architecture, c'est souvent un terme qui est utilisé depuis la Grèce, mais la Grèce mycénienne, donc avant la Grèce classique, qui utilisait des murs à très gros blocs comme ça. Et ça vient un peu de là, les blocs cyclopéens. Et donc effectivement, il y a un petit peu dans les Andes pour ce type de mur, et aussi pour les nourags dont je parlais tout à l'heure justement, en Sardaigne. Et donc, est-ce que ça avait plus, donc pour les mégalithes, est-ce que ça avait plus une utilité plus religieuse ou vraiment purement utilitaire? Là aussi, ça dépend de l'ouvrage. Il y en a, on sait pas du tout. Par exemple, si on commence par la base, on va le faire dans l'ordre, on va commencer par les menhirs. Les menhirs, c'est quoi? C'est une simple pierre dressée. Donc, pas une pierre normale couchée, ça sert à rien. Faut la lever, qu'elle soit droite, pour que ça devienne un menhir. D'accord. D'après vous, je peux demander au chat un petit peu, de quand datent les menhirs? La période à peu près approximative où ont été construits, enfin mis en place les menhirs. Alors je vais pas répondre parce que moi j'ai recherché, donc c'est de la triche, en plus je l'ai sous les yeux, mais... Ouais, c'est pour ça que je demande un petit peu au chat, voir s'il y a des idées qui viennent. Attends, je vais prendre un verre d'eau, là j'arrive. A priori, il n'y a personne qui sait. Du coup, personne. De l'époque des Gaulois, eh bien, pas du tout. En fait, faut savoir que les plus anciens menhirs connus, à peu près jusqu'à environ moins 2500. C'est-à-dire que on est 1500 ans avant les Celtes. Donc, clairement rien à voir. On est pleinement en fait à l'époque néolithique. Donc c'est des peuples, par exemple en France on va avoir les Chasséens qui vont occuper une partie de la France, et beaucoup de cultures qui sont assez mal connues à l'époque parce qu'on a très peu de restes archéologiques à part à la limite des céramiques, et donc les menhirs ou les dolmens. Alors les menhirs, oui, vas-y. Alors, faut savoir qu'on n'a aucune idée d'à quoi sert un menhir. Est-ce que c'est une délimitation de territoire? Est-ce que c'est à but religieux de marquer une certaine puissance, une certaine autorité? On n'en sait rien, parce qu'il y a quasi aucun artefact trouvé au pied des menhirs pour permettre de le savoir en fait. Alors il y a certains menhirs qui s'appellent des statues menhirs qui sont sculptées. On va en trouver pas mal
plutôt dans le sud de la France, en Corse, et d'autres vers l'Ukraine ou la Crimée. Alors ceux d'Ukraine et des Crimée, c'est plus tard, c'est plutôt entre moins 3600 jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Et en France, par contre, c'est plus ancien. Les statues menhirs, en fait, ils sont un petit peu sculptés de manière à afficher une sorte de visage ou des bras. Enfin, voilà, c'est un petit peu dessiné dessus. Et ça, on peut penser éventuellement que c'est une représentation d'idoles, donc peut-être à vocation religieuse, mais sans grande certitude non plus. J'ai pas compris ta question, sciences et culture. Ça vient pas des Gaulois, les Gaulois. Crix, est-ce qu'il y a une différence entre les menhirs, les menhirs qui sont debout et les menhirs qui sont couchés? Parce que j'ai vu des champs de menhirs qui étaient couchés. Et est-ce qu'ils ont été placés comme ça, ou est-ce qu'ils ont été, comment dire, est-ce qu'ils sont tombés en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont été placés comme ça, ou est-ce que c'est comment dire, une volonté des constructeurs de les avoir couchés? Pourquoi dans l'histoire de Astérix on voit des menhirs? Alors juste comme ça, Astérix, c'est vraiment pas quelque chose qui est considéré comme historiquement juste, hein. On parle de l'Empire romain sous Astérix, alors que l'Empire romain en moins 52 n'existait pas encore. On parle de Jules César comme empereur, alors que Jules César n'était pas empereur. Ça n'a vraiment pas une visée historique juste, hein. C'est une bande dessinée, donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont fausses, comme par exemple que les Gaulois mangeaient du sanglier. Ils en mangeaient très très peu finalement. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. C'est sûrement pour ça que on voit des menhirs, parce que c'est dans la culture en fait. On voit les menhirs, on l'associe aux très vieux français, donc acquis aux Gaulois. Voilà, c'est une supposition. Bah en fait, je vais en parler un petit peu après quand j'aborderai les dolmens. Alors, les menhirs couchés, ils sont tombés. Clairement, un menhir n'est pas un menhir s'il n'est pas dressé. Savoir qu'à la base, on suppose qu'il y avait en Europe environ 50 000 menhirs et qu'il en reste actuellement à peu près 10 000. Alors du coup, c'est une estimation qu'il y en avait 50 000. Mais actuellement, il en reste 10 000. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont couchés parce que ça a 10 000 ans. Enfin, au moins 5 000 ans. Forcément, c'est tombé. Il y en a beaucoup qu'on a redressé nous-mêmes à l'époque moderne. Parce que c'était couché, on voulait redresser un petit peu le patrimoine, on les a relevés. Il y en a pas mal qui ont été relevés comme ça. Ne serait-ce qu'à Carnac, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été redressés aussi. D'accord. Très, très bien. Oui, moi ça me va. Moi, je dois avouer que je me suis posé la question parce que quand j'ai regardé un petit peu, après je te parlerai aussi d'un livre que j'ai lu là pour ce live. Alors à mon avis, le livre il a été écrit par un illuminé, mais je t'en parlerai. Moi, j'étais quand même assez, comment dire, assez. Enfin, je me questionnais vraiment sur ces menhirs qui étaient couchés, à savoir si c'était une volonté ou pas. Non, ce que j'ai lu, c'est l'origine de la langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Voilà. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de ce livre-là. Non. En fait, j'ai vraiment pas choisi le bon livre pour commencer. Voilà, pour commencer, mais c'est à voir. Il a été écrit par un abbé, alors ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais en fait, ça rentre vraiment dans une théorie un peu spéciale, disant que la langue celtique est à l'origine de la langue anglaise, et pour ça, il se sert des menhirs. Enfin, c'est le mec. Voilà, il y a du tout. Donc voilà. Voilà, donc je sais pas. Surtout que pas du tout en fait, vu que la langue anglaise, elle est anglo-saxonne avec un peu de normand et ça n'a rien à voir avec les langues celtiques justement. Exactement. Donc voilà, j'avais lu le mauvais livre en fait, mais après ce que tu m'as donné, ça m'a bien aidé quand même à regarder un petit peu à droite à gauche. Voilà. Alors, je vois une question là sur Stonehenge. Alors juste avant de parler de Stonehenge, je vais parler du plus grand menhir qui existe, qui est dans le Morbihan. C'est le menhir brisé d'Ergras. Donc ça, je t'ai envoyé une photo. Ouais. Donc Ergras, c'est E-R et plus loin G-R-A-H. Ce menhir, donc il est couché et cassé, mais il mesurait à la base 18,50 m. Il est gigantesque et sa masse totale était estimée à 280 tonnes. Donc c'est un monstre.
ok, on a des suppositions de comment les menhirs étaient dressés, mais alors celui-là, ça devait être un sacré challenge quand même. Bah, 18,50 m pour donner un ordre d'idée, c'est comme un immeuble de 3 étages, quoi. Ouais, à peu près. Oui, quand tu vois les humains à côté, ils sont tout petits. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je vivais dans un immeuble de 6 étages, il faisait 34 mètres. Donc, ça faisait la moitié, en gros, pour faire simple. Hein. Donc, c'est 4 étages, même. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mmh. D'accord. Et les plus petits, savoir qu'un menhir n'est pas forcément colossal. J'ai vu des tout petits menhirs, notamment dans des cromlechs. Donc, comme Stonehenge, un Stonehenge est un cromlech. Donc, un cercle de menhirs. Mmh. Et j'ai vu des menhirs qui faisaient 30 cm de haut. Et pourtant, c'en est. D'accord. Et le menhir, c'est un caillou qui est taillé, hein. On est bien d'accord. Même pas forcément. Alors certains sont taillés. Alors comme les statues menhirs, évidemment, elles sont vraiment très bien taillées pour représenter quelque chose. D'autres sont juste taillées grossièrement pour faire une forme un petit peu en forme de fuseau, enfin quelque chose d'un petit peu propre. Et d'autres c'est des pierres brutes. Hein. Elles sont très peu retouchées, elles sont juste levées. D'accord. Elles sont juste, d'accord. Parce qu'elles ont une forme spéciale quand même, hein. Enfin, les menhirs, ils ont une forme spéciale. Faut pas se le cacher. Bah, pas tous. Ouais, j'en ai vu qui sont très basiques. Mais, donc, pour Stonehenge, donc lui, c'est un cromlech. Donc, en Angleterre. Donc, les cercles de pierre, les cromlechs qui s'échelonnent à peu près entre moins 3000 à moins 1000. D'accord. Donc, c'est plutôt sur la fin de l'époque des menhirs et au-delà des menhirs tout simples. On en trouve beaucoup dans les îles britanniques, un petit peu moins en France, mais on en a par exemple un qui est sympa à voir au niveau du col du Petit Saint-Bernard, littéralement à la frontière franco-italienne, donc dans les Alpes. Ça aussi, je t'ai envoyé une petite photo. Et celui-là, justement, a des menhirs tout petits, qui font 30-50 cm. Et la photo que tu m'as envoyée avec les dessins, ça ressemble vachement à ce qu'on peut voir au Japon. Enfin, moi j'ai vu, j'ai regardé un petit peu, comment ça s'appelle au Japon, les kofun. Ça ressemble vachement à un kofun. Alors je sais pas si c'est ça exactement, alors, mais ça je t'en ai envoyé deux. Je t'en ai envoyé deux des kofun. Bonjour Lexi. Ouais. Et donc c'est pour ça. Donc on est bien d'accord que c'est japonais ce que tu m'as envoyé. C'est pas en France. Hein. Les kofun c'est japonais, oui, tout à fait. Très bien. Et moi, il y a quelque chose qui m'a quand même marqué, c'est on a l'impression qu'on regarde qu'il y a quand même de drôles de similitudes, alors que finalement les civilisations elles sont très éloignées. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de route, enfin, il y avait aussi elles n'étaient pas aussi développées, même que sous l'Antiquité. Donc, est-ce que, selon toi, il y avait une forme de communication, quelle qu'elle soit, peu importe comment, via le commerce ou via entre l'Asie et l'Europe? Je parle de l'Europe de l'Ouest, évidemment. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Même si différents dolmens entre guillemets se ressemblent à travers le monde, c'est impossible qu'il y ait des communications, surtout à l'époque néolithique. On est plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, on est bien avant toute connexion de la route de la soie. C'est impossible. En plus, ces constructions sont pas à la même période selon les pays. Donc je vais aborder justement les dolmens, parce que c'est ça qu'on va retrouver dans plusieurs pays, entre guillemets. Les dolmens, en Europe de l'Ouest, donc plutôt chez nous et les pays voisins, c'est entre moins 4700, donc par exemple à peu près l'époque du cairn de... comment il s'appelle? Le cairn de Barnenez, en Bretagne. Donc il y a un énorme cairn de pierre avec 11 dolmens à l'intérieur. Et donc moins 4700 jusqu'à environ moins 1600. D'accord. Donc là, on va en trouver... La période celte. Moins 1600, c'était quand même le début de la période celte. Non. Pas tout à fait. Même pas tout à fait encore. Ouais. C'était encore... c'était limite. C'est limite. Ouais. Ensuite, on a les dolmens du Caucase. Ouais. Donc, plutôt dans la Russie actuelle, ou les pays à côté. Entre moins 3000 et moins 1000. D'accord. Ensuite, effectivement, il faut aller à l'étranger. Donc on va trouver dans le Maghreb, en Afrique du Nord, donc on a en Tunisie, en Algérie, et ce qu'on appelle aussi les cystes dolméniques d'Éthiopie, qui eux sont datés entre moins 2500 à moins 1200. On a des dolmens en Inde, entre moins 1500 et moins 500. On a les kofun du Japon, beaucoup plus tardifs, entre 300 et 700. Alors, sachant que les kofun, à la base,
les 9/10 de ce qu'on voit, on va voir un tumulus en forme, imaginez un trou de serrure. Il y a Sciences et Culture qui demande les statues de l'île de Pâques sont des mégalithes ou c'est autre chose? Oui, on peut les considérer comme des mégalithes, tout à fait. C'est des énormes pierres taillées, ce sont des mégalithes. Et c'est bien plus tardif. Alors je dois avouer que l'île de Pâques, je sais pas quand est-ce que datent les géants. Je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs, les géants de l'île de Pâques. Je sais pas. C'est beaucoup plus tard. Oui, c'est plus tardif. Mais mais oui, je pense que moi ce qui me fascine en fait, c'est aucune communication et pourtant autant pas de similitude hein, mais comment dire de rapprochement. Alors tout le monde a besoin d'une maison, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc des maisons ça a toujours existé, mais c'est vrai que sur ces entre parenthèses ces décorations parce que ça reste des décorations. Alors, elles sont assez elles sont assez similaires. Les dolmens ce sont pas des maisons, ce sont des tombes, des cimetières même on peut dire, des cimetières collectifs ou des tombes individuelles, ça va dépendre justement des pays. Ce qu'on voit actuellement des dolmens, ce sont en fait juste les parties internes en pierre, parce qu'à la base ils étaient recouverts d'un tumulus en terre ou en petite pierre qui a disparu en 6000 ans forcément. Et il reste que le cœur en pierre en fait qui reste visible. D'accord. Et quand je te parlais de maison, le point commun, quand je te parlais de maison, c'était pas pour dire que c'était des maisons, c'était pour dire que tout le monde il y a tout le monde qui a besoin de maisons, donc tout le monde va construire des maisons. Oui. Mais pour le reste, c'est étonnant qu'il y ait à peu près la même forme en fait. Bah là, l'idée c'est de faire une sépulture pour ces morts et de manière simple, mais que ce soit quand même représentatif pour donner honneur. Et on fait un gros assemblage de pierres. Ça reste basique comme construction. Tout le monde peut y penser, c'est pas très compliqué. Et voilà, il suffit juste un petit peu de force et un minimum de technique pour pouvoir bouger les pierres. Mais tout le monde peut y penser, quel que soit son niveau culturel et de technologie, et c'est pas très dur, quoi. Ouais. Et du coup, d'après vous, j'ai laissé un pays volontairement de côté. Quel est le pays au monde qui a le plus de dolmens? Donc, c'est... je vais vous dire le nombre... En sachant qu'en France, on a 4000 dolmens, d'accord? Ce pays-là, il en a 30 000. Voilà, déjà, c'est pas la France. Déjà, il regroupe 40% des dolmens, entre guillemets, à travers tout le monde entier. Alors... Ah, il y en a un qui l'a dit. Ouais, c'est la Corée. Ah ouais, ah non, moi ah ouais, d'accord. Alors pas forcément Corée du Sud, hein, là on parle de Corée en sens géographique général. La Corée contient un nombre impressionnant de dolmens. Parfois c'est des champs entiers de dolmens, il y en a plusieurs dizaines sur un seul endroit. D'accord. Ils sont relativement basiques, en général c'est 2 pierres avec une pierre par-dessus. Et parfois ils sont beaucoup encore enterrés et il reste que la pierre sommitale en fait qui dépasse du sol. Et donc moi je visais plus un pays africain, je sais pas pourquoi, vu qu'ils vivent là-bas, enfin vu qu'il y a plus d'humains là-bas depuis plus longtemps, je me suis dit que c'était peut-être là-bas, mais finalement non, tu vois. Non. Par contre, il y a des menhirs en Afrique qui sont restés très très longtemps, entre moins 4600 et jusqu'à 1500 après Jésus-Christ. Il y a des menhirs, des cromlechs notamment, j'avais fait une petite vidéo dessus, les cromlechs de Sénégambie, qui est entre le Sénégal et la Gambie. Et c'est des petits cercles de pierre, c'était également des sépultures. Hein. Ouais, et on suppose qu'en fait, à la base, elles étaient recouvertes d'une sorte de toit en bois, ou enfin, il y avait quelque chose qui recouvrait par-dessus, qui a disparu depuis, évidemment. C'est les Rapa Nui, je crois. Rapa Nui. Les Rapa Nui, je crois, qui faisaient ça, mais je suis pas spécialiste. Alors, c'était quoi la question de base? La Corée du Sud, non. Les Rapa Nui, c'est c'est les peuples de l'île de Pâques. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Alors, si vous voulez la date, je peux vous retrouver ça. Hop. Ouais, je retrouve ma vidéo sur l'île de Pâques en fait.
Mais oui, on est bien après Jésus-Christ. On est autour de, je crois que c'est 1200, 1500 dans ces eaux-là hein, pour les Moaï. Ouais. Après la culture, la religion a changé, donc ils ont arrêté d'en ériger. Et puis voilà. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi il y en a tant que ça en Corée? Non. Pourquoi? Non. On sait que c'est des tombes individuelles pour des personnes plutôt puissantes. Donc on n'est pas sur de la sépulture collective. Là, c'est vraiment un dolmen, une personne. C'est peut-être pour ça aussi, du coup, qu'il y en a beaucoup plus. Si chaque chef de clan se fait son petit dolmen, ça commence à remplir au bout d'un moment, quoi. Ouais, mais de là en faire 40 000, 40 000, c'est pas mal quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait eu 40 000 rois en France en espace de 3 000 ans. Hein. Je suis pas persuadé. 30 000, ouais. Moi, je pense pas que c'est que des rois. Je pense que ça doit vraiment être des chefs peut-être locaux, même à niveau d'un village ou d'une petite région. Hein. C'est peut-être juste à ce niveau-là. Okay. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait pas mal en Sicile ou en Sardaigne. Est-ce que je me suis marqué les nourags. C'est ça. Voilà, les nourags. Et bah voilà, j'ai trouvé que c'était aussi vachement parce que bah les premiers, moi je serais ravi de savoir le premier peuple qui est arrivé sur une île qui est quand même relativement lointaine. Hein. Quand on regarde bien des côtes, tu peux pas y aller à la nage. Hein. Donc les Européens de mémoire, c'était pas forcément avant l'Antiquité, c'était pas forcément des marins d'exception. Donc voilà, c'est vrai que je me pose pas mal de questions là-dessus. Alors les tout premiers, je saurais pas dire, mais en tout cas l'époque des Nourags, c'est ce qu'on appelle la culture nuragique. Hein, le nom vient de là littéralement. Les Nourags, faut imaginer ça. Donc c'est une architecture cyclopéenne, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des très grosses pierres pour construire quelque chose. Imaginez des sortes de tours, des sortes de cônes tronqués, comme une tour médiévale un petit peu, fait avec des très gros blocs, avec un intérieur en encorbellement, donc qui se réduit au fur et à mesure plus tu montes. Et ces tours, soit elles sont seules, soit parfois elles peuvent être entourées mais de tout un réseau d'autres tours, comme des murailles, puis d'autres cercles, comme des maisons tout autour. Ça fait quasiment comme un petit village médiéval. Alors c'est très surprenant, parce que les Nourags, c'est entre moins 1900 et moins 730. On est quand même près de 2 millénaires avant les châteaux forts, mais ça ressemble de ouf à un château fort. C'est dingue. D'accord. J'essaie de voir cette même culture... Oui, cette même culture, elle a fait des dolmens spéciaux, toujours endémiques de la Sardaigne, qui s'appellent les tombes des géants. Donc, même structure qu'un dolmen, hein, c'est une tombe avec un couloir de gros mégalithes, sauf qu'elle a une forme particulière avec une énorme pierre à l'entrée qui surplombe un petit peu l'entrée, qui peut faire 4 mètres de haut, et un avancement sur les côtés de l'entrée comme un peu 2 cornes de taureau, je sais pas si t'imagines, parce qu'apparemment le taureau était un petit peu vénéré dans cette culture. Donc voilà, ça fait un petit peu, si tu regardes du ciel, on dirait un petit peu une tête de taureau, si tu veux. Ok. Bah moi j'ai regardé quelques images, dont celle que tu m'as envoyée. Hein. Moi ça m'a un petit peu. En fait, ce qui m'a vraiment marqué, parce que moi c'est une période que je connais pas du tout. Hein. Je veux dire, tout ce qui est pré-celtique, en fait, je connais vraiment très très mal. Hein. Donc j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que j'ai été surpris de voir qu'il y ait autant de similitudes entre les civilisations. C'est pareil, il y a eu un moment où la Méditerranée était asséchée, mais c'était bien avant ça. Donc en fait, je me suis demandé comment est-ce que des Européens qui étaient pas forcément des marins accomplis, même pas du tout, parce qu'on n'a pas de preuves archéologiques prouvant que les Européens pré-celtiques savaient bien naviguer, ils en avaient pas besoin d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre quand même la Sardaigne, qui est quand même relativement loin des côtes? C'est vrai que c'est une question que je me suis posée en voyant ces nourags. Voilà. Alors, faut pas croire non plus que les personnes de la préhistoire, parce que clairement on est dans le néolithique, on est encore dans la préhistoire, ne naviguaient pas du tout. La pirogue date de moins 6000, par exemple. Oui, avec les... Comment ça s'appelle?
ce qui est au musée Carnavalet, la pirogue de Bercy, les pirogues de Bercy. Mais les pirogues de Bercy, c'était pour les fleuves, c'était pour la Seine, c'était pas pour la mer. C'était pas pour la mer, les pirogues de Bercy. Naviguer. Après, il y a quand même justement ceux qui ont petit à petit colonisé l'Australie, l'Océanie. À la base, ils avaient des radeaux et des pirogues de fortune. Alors, et pourtant, ça date il y a extrêmement longtemps aussi. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais il me semble qu'à l'époque, on pouvait aller à pied en Australie quand même. Pas tout à fait. Alors, c'est-à-dire que tu avais le continent. T'avais Saül qui regroupait un petit peu toutes les îles indonésiennes et Sunda pour l'Australie et la Tasmanie. Entre les deux, tu avais un bras de mer. Donc oui, le chemin était pas très long pour aller de l'un à l'autre, mais il fallait quand même un petit bateau, quelque chose quoi pour passer. Mais justement, ce que je te disais, c'est que les pirogues de Carnavalet, les pirogues de Bercy qui est au musée Carnavalet, que j'invite à aller voir d'ailleurs parce que c'est un musée extrêmement intéressant. C'était pour les fleuves. C'est pour ça en Europe, tout est une question de besoin. Et en Europe, il n'y avait pas besoin de naviguer sur la mer, puisqu'en fait, il restait sur la terre. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis vraiment posé la question. Et bon, j'ai pas cherché encore, mais je chercherai. Donc, après, la culture nuragique, si on est à moins 1900, il commence à avoir peut-être des petits bateaux à voile quand même à cette époque-là. La barque cousue à voile en Égypte, c'est vers moins 2600. Donc on est 700 ans plus tard. Bon. L'Égypte, ils étaient quand même un petit peu plus... Ils avaient beaucoup plus de besoins que les Européens de ce côté-là, surtout au niveau du Nil et des compagnies. Puis ils étaient en avance. Ils étaient en avance aussi. Mais bon, bref, on va revenir sur le Obsidienne de Mélos. Obsidienne de Mélos. Ouais, c'est bien. Obsidienne de Mélos, il faudrait que je regarde ce que c'est, ça doit être très vieux, mais Obsidienne de Mélos, hop, c'est que ça. Ça doit être une obsidienne captée sur une île grecque de la mer Égée. Mélos, alors, Obsidienne de Mélos a été utilisée pour fabriquer des burins, rasoirs, perçoirs, qui doit être pointu. Oui, c'est un outil, quoi. C'est un outil. Alors, avec quel outil il taillait les mégalithes? Bah, à l'époque, il n'y a pas trop le choix. De la pierre. Ah. Je t'ai pas oublié. Excuse-moi, je t'ai pas oublié, Yann. C'est juste que là, j'ai pas mal de choses à faire, mais je suis bientôt à toi. Excuse-moi. Oui, tu me disais pour tailler les mégalithes. Oui, bah, c'est à l'époque néolithique, il n'y a pas le choix. On est avant le chalcolithique, l'âge du cuivre, etc. C'est à la pierre. Tu tailles une pierre avec une autre pierre, hein, exactement comme ils faisaient. C'était l'âge de la pierre polie. Hein, ils faisaient des petites herminettes ils arrivaient à polir parfaitement des pierres. Alors tailler un gros bloc grossièrement, c'était pas trop compliqué. Ça pouvait prendre du temps, évidemment. C'est pas un truc que tu fais en 2 jours. Mais voilà, pierre contre pierre. D'accord, ok, d'accord. Alors, moins de 9000 ans sur la mer Égée. La taille des pierres, c'est pas que avec la pierre. La taille des pierres, c'est pas que avec la pierre. Bah, je pense qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des formes de burins rudimentaux? C'est possible. Mais là, par exemple, j'ai pas assez de billes. Il faudrait regarder sur Alscience s'il y a des études qui parlent de ça, mais je suis persuadé qu'il y a des études de comment dire, des études d'archéologie. Pas de métaux. Pas de métaux à l'époque. Hein. Comme du bois, des bois. Ouais. Je ne sais pas avec quoi ils auraient pu faire pour tailler les pierres autrement. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais il y avait forcément quelque chose puisqu'ils taillaient avec. Hein. Donc après, c'est pareil, ce que tu dis là, c'est vrai, faut pas trop sous-estimer les époques passées parce qu'ils avaient quand même une forme d'ingéniosité. Ah oui, clairement. Percuteur tendre et percuteur dur. Oui, très certainement. Après, faut vraiment connaître la taille de pierre pour en parler. Je sais pas si ça fait partie de ton travail.
est-ce que toi, Crix, tu peux peut-être développer en essayant de nous dire si tu sais et comment tu sais la méthode de taille, s'il y en avait une ou plusieurs. Ah, t'es préhistorienne. Ah, dis donc, attends. Bon, Personnellement, non, je m'y connais pas plus que ça. Je sais juste que c'était pas des métaux, quoi, c'est tout. Après, je suis pas spécialiste dans le domaine dans le domaine non plus. Ouais, Alexis, par exemple, si t'es J'ai pas préhistorienne. parlé des alignements, alignements de menhirs. Donc j'ai parlé des cromlechs en forme de cercle, comme Sonnedge et bien d'autres. Les alignements comme Karnak, ça on peut en trouver plusieurs. Donc un alignement, ça va partir, il faut au moins 3 pierres, donc ça forme une ligne. Mhm. Et à Karnak, on en a ouais, 2733 Ah, sur les ensembles de Karnak. d'accord. Donc c'est un petit peu plusieurs ensembles qui sont proches et datés d'environ 4500 ans avant Jésus-Christ. Alors pareil, on n'a aucune idée précise à quoi ça pouvait servir, pourquoi ça a été posé, on sait pas. Mhm. Ça reste des menhirs et les menhirs, on n'a aucune idée de vraiment à quoi ça sert. Là, je suis en train de regarder un peu les images là. C'est vrai que c'est relativement, enfin c'est vrai que c'est relativement impressionnant. On se demande bien comment est-ce qu'à l'époque, alors ils n'étaient pas idiots évidemment, mais c'est vrai que ça demande un travail absolument fou. Ça demande un travail absolument fou. Et Alors, pour les dolmens, en fait, pour poser un dolmen, juste un truc, oui. Lexi, vu que tu es préhistorienne, je te ferai monter après, comme ça on pourra faire un échange avec Prix, ce sera super intéressant. Et oui, donc Ah oui, clairement. Ouais. Une des théories qui peut être admise pour monter les dolmens, par exemple, c'est qu'on va faire glisser les pierres sur le sol. Alors il y a plusieurs théories là-dessus, ça peut être sur des rondins de bois ou autre, selon les idées qu'on a. On va creuser un trou, et en fait on va faire basculer la pierre dans le trou pour qu'elle se relève. Donc ça peut être déjà le principe de base pour monter un menhir. Mais ça, tu le répètes plusieurs fois en faisant les pierres les unes à côté des autres pour faire un dolmen. Donc tu fais les orthostates d'un côté, tu fais la même chose de l'autre côté avec un petit peu d'espace pour faire les orthostates qui sont l'autre bord du dolmen. Tu fais la même chose au fond avec la pierre de chevet qui ferme la chambre funéraire. Et une fois que ça c'est fait, à la base, donc tu recouvres un petit peu tout ça de terre un petit peu bien à niveau et tu refais glisser par-dessus une autre pierre pour former la table. Et une fois que c'est fait, tu recouvres le tout du tumulus et puis ton dolmen il est quasiment terminé. Ok. J'ai une question par rapport à ça. Je reviens juste à Alexis. Alexis, je me suis abonné là. On va comment dire. Hop là. Et d'ailleurs, faut que je pense. Hop là. Hop là. Hop là. Je vais m'abonner aussi, tiens. Et comme ça, on pourra. Je vais m'abonner aussi, tiens. Et comme ça, on pourra. Qui s'appelle. À l'époque, ça s'appelait Stop Science. Maintenant, ça s'appelle Entracte Science. Entracte Science, c'est un paléontologue, lui, c'est un Français qui bosse en Afrique du Sud. Il est super intéressant. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est paléontologue, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est paléontologue, c'est ça, exactement ça. Et donc ouais, je vais souvent à ses conférences quand il vient en France et c'est toujours un plaisir. Donc Crix, on revient au sujet parce que sinon après on va. De quoi j'ai pas parlé Je veux dire de quoi t'as pas parlé ou pas assez développé à mon avis parce que moi j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus sur donc sur ceux qu'il y a au Japon, les kofun, parce que les kofun t'as survolé, mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus étonné parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien travaillé. Et ben, j'aimerais bien que tu m'en parles davantage. À ton avis, est-ce qu'il y a des, ah oui, grave, c'est science, science. Et est-ce que selon toi, ces formes-là, elles avaient une simple visée artistique, ou est-ce que vraiment il y avait autre chose? Ça, c'est un truc
les définitions, surtout pour l'époque, hein, bon, même si c'est plus récent, ça reste quand même très très ancien. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait ancien particulière ou pas? Alors, les Kofun, donc qui ont donné leur nom à l'époque Kofun du Japon. Donc on est vraiment au tout début de l'histoire du Japon. Bon, peut-être pas au tout début, mais on est quand même très tôt dans l'histoire du Japon. T'as pas l'air convaincu. Si, mais je pense que si le froid, ça aide pas à la diffusion des virus. Enfin, certains virus. Ça dépend en fait. On dit souvent, ouais, quand il fait froid, on est plus malade. Ah oui, selon certains virus. Donc c'est pour ça que je te dis, on oublie souvent que évidemment, ce qui a généré le plus de morts en fait, c'est pas ça qui a généré le plus de morts. Ça faut pas l'oublier non plus. Même s'ils ont pas fait de belles choses, hein, fêtait, hein, mais voilà. Et donc c'est pour ça, il y a beaucoup de, pour répondre à ta question de base, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument voir des extraterrestres ou une ancienne civilisation, parce qu'en fait la réalité elle est chiante. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'aimerais bien être archéologue, mais être archéologue c'est chiant. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, qui a déjà vu travailler un archéologue? C'est pas Indiana Jones, hein, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et c'est pareil. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus, hein, sur la vérité sur le métier d'archéologue. J'ai interrogé une archéologue justement pour dévoiler un petit peu toute la difficulté du métier et que c'est pas Indiana Jones. Et c'est comme un historien. Alors, je suis loin de faire le travail d'un historien, hein, mais ne serait-ce que pour faire une vidéo, qui dure 5 minutes, 6 minutes, qui vulgarise à mort, hein, qui rentre même pas dans les détails. Hein, je parle pas d'historiographie, je fais vraiment un tout petit peu. Je parle juste d'histoire, c'est-à-dire les traités, qu'est-ce qui s'est passé, avec un petit touche d'historiographie. Pour une vidéo, ça me prend au bas mot 7-8 heures de travail. 7-8 heures de travail pour un sujet que je maîtrise déjà un petit peu en plus. Hein. Donc, je sais bien. Donc ça veut dire qu'un mec qui veut écrire un bouquin sur quelque chose qui n'est pas très développé, je prends l'exemple du mec qui tient la chaîne Histony, qui est un spécialiste des bateaux anglais du début du 20e et de la fin du 19e. Il a fait une thèse, je sais plus sur quel sujet exactement. Je sais plus sur quel sujet exactement. Je crois que c'était la concurrence entre les compagnies, etc. Mais peu importe. Et pour faire sa thèse, il a mis plusieurs années. Il a dû aller dans les archives. Enfin, il y a eu plein de trucs à faire. Hein. C'est pas un travail de 2 minutes. Hein. C'est pas un travail de 2 minutes. Et après, les archives, il faut les interpréter. Il faut pas leur donner n'importe quel. C'est un boulot d'historien. C'est un boulot chiant. Faut appeler un chat. Mais c'est intéressant de lire les travaux. Faut être passionné. Je veux dire, tu fais pas ça si ça t'emmerde en fait. Tu fais ce boulot parce que ça te plaît. Exactement, c'est exactement ça. Et moi, je dois avouer que tes vidéos, et d'ailleurs, on va en parler un petit peu de tes vidéos, parce que les vidéos, moi, à chaque fois que je vois une de tes vidéos, je suis vraiment atterré de voir qu'il y a un like ou deux, alors que tu dois prendre un temps fou pour les faire. Enfin, c'est vraiment dommage. Et je me demande en fait, qu'est-ce qui fait que tes vidéos prennent pas? Parce que ton petit logo là, genre Indiana Jones, il est quand même pas mal. Tout le titre, c'est TikTok. C'est TikTok en fait. Là, ce que je fais sur TikTok, c'est que je redécoupe juste en morceaux mes vidéos que je mets sur YouTube. C'est YouTube ma chaîne principale. Ouais. TikTok est annexe et clairement TikTok c'est pas spécialement la plateforme parfaite pour la culture. Et comme mes vidéos sont pas formatées pour TikTok, vu que c'est des découpages de vidéos plus entières, ça marche pas forcément idéalement non plus. Ouais. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage quand même parce qu'elles sont vachement bien faites. Je trouve qu'elles sont vachement bien vulgarisées. Alors il y en a qui m'intéressent plus ou moins, hein, mais c'est toujours bien vulgarisé, c'est toujours bien expliqué. Et voilà, je trouve que c'est dommage que. Après moi, pour une fois là, c'est mon ancienne chaîne, j'ai laissé tranquille la Minute Histoire parce qu'elle arrivait plus à décoller. Elle faisait les vidéos, elle faisait toutes 300-400 vues, elle bougeait pas. Pour ça que j'ai créé cette nouvelle chaîne et là je suis très content parce qu'elle est montée aux 10 000 finalement en pas si longtemps que ça, donc quand même content, je suis quand même content, hein. Et ça me permet c'est même pas pour l'argent que ça me fait gagner parce que c'est vraiment ridicule, mais c'est le fait de se dire bon, c'est une petite récompense, voilà, c'est une petite récompense.
Non mais c'est ça, moi quand j'ai même si je me dis sur mes vidéos que ce soit sur TikTok, bon j'en ai plus sur YouTube, mais si j'ai 10 likes sur l'un et puis 5 commentaires, bah, je me dis bah c'est au moins tant de personnes qui ont vu et qui ont appris quelque chose. Et c'est mieux que rien. Bah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après je dois t'avouer, moi ce qui m'a un peu saoulé sur la Minute Histoire, donc la première chaîne, moi c'est la Minute Histoire, hein, que j'ai ouverte il y a 5 ans peut-être maintenant. Au début elle a bien décollé, et puis à la fin, alors il se trouve que j'ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo à un moment sur l'Algérie qui avait bien marché, vraiment, qui avait fait je crois 100 000 vues, quelque chose comme ça, un petit peu moins peut-être. Et j'avais eu je crois 3500 abonnés avec la seule vidéo là, ou 4000 abonnés. Donc j'étais monté à 6000 abonnés, j'étais super content. Sauf que bah, les Algériens ils aiment pas l'histoire de France en fait. Donc quand je faisais une vidéo sur l'histoire de France, bah, en fait ils regardaient pas. Donc en fait, j'avais 6000 abonnés, mais j'ai toujours 6000 abonnés parce qu'il y a des fantômes, ouais. Mais ouais, ça sert à rien. Voilà. Et en fait, faire des vidéos sur l'Algérie, c'est intéressant, mais ça m'intéresse pas de faire des vidéos que sur l'Algérie. Et encore une fois, moi, je suis pas sur TikTok pour l'argent. Si ça me rapporte de l'argent, c'est bien, mais je suis pas là pour l'argent. Je suis là pour diffuser un peu de savoir. Et je veux, tu vois, et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est dès qu'on parle de sujets un petit peu sensibles, comme l'Afrique, par exemple, comme ce que j'ai fait là récemment. On arrive à avoir des débats intéressants avec des gens qui sont d'accord avec toi et des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et donc, ça crée une sorte d'osmose qui est assez intéressante et ça te permet de rebondir sur certains commentaires. C'est ce que j'ai fait là pendant 3-4 mois. Et ça, c'est intéressant par contre. Ça, c'est intéressant. Parler de l'Afrique, ça marchait très bien. Hein. Quand j'avais fait juste un short, c'est 1 minute, sur justement les cromlechs de Sénégambie. Mais j'ai une flopée de personnes qui se sont abonnées à moi, qui étaient peut-être même de ces régions là-bas, qui ont dit ah il y en a certains qui m'ont contacté disant ah tiens je fais des études justement sur ces cromlechs machin. Bon après moi je pouvais pas les aider, je veux dire j'ai fait ma vidéo comme ça, mais je suis pas de là-bas, je peux pas lui donner plus de conseils que ça. Mais voilà, c'est comme quoi ça marche très très bien de parler de l'Afrique, de prendre des sujets en Afrique. Ça, et t'as combien d'abonnés sur YouTube toi? À 1520. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Yann, ça monte régulièrement, ça monte un petit peu. Ça marche mieux qu'il y a 2 ans déjà, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais t'arrives à faire des vues quand même sur YouTube ou comment ça marche? Plus que sur TikTok, c'est certain. Ouais. Mais après, c'est pas non plus du niveau de très très gros youtubeurs, quoi. Ça reste encore marginal, on va dire. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire, elle est accaparée par, il le fait très bien, par Nota Bene, hein, Nota Bene, il tient la place et ses vidéos. Alors, parfois, dans ses vidéos, il y a quand même des trucs qui me plaisent pas trop, même certains, alors, faut se mettre d'accord, hein, je suis pas en train de, moi, je suis quelqu'un, même quand un historien me dit quelque chose, je vais quand même vérifier, tu vois. Et, bah, il y a certains historiens qui, alors, par erreur, hein, évidemment, mais, qui se sont trompés, qui ont fait et en soi c'est pas grave, hein, c'est une histoire de date, mais quand même peu importe qui te dit la chose, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier si ce qui a été dit est vrai. Et alors, le pire là-dedans, moi j'ai vu quelque chose avec le fameux donc ChatGPT, mais il fait des erreurs. Ah oui, non, faut surtout pas s'en servir comme base fiable, hein, jamais. Mais il fait des erreurs. Parce que moi, la première fois que je me suis servi de ChatGPT pour la première fois, il y a peut-être 2 mois et demi ou 3 mois, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Tu sais, tu poses une question, le mec il te répond, il te soutient une thèse, quoi. Et je lis, je fais, ah ouais, non, mais là, c'est de la merde, en fait. Et là, de la merde aussi. Ouais. Sur le pavé, il y a 3 merdes, mais il y a 3 grosses merdes en fait. Tu vois, c'est pas trois détails, ce sont pas 3 détails, c'est 3 gros problèmes. Et alors, jamais je m'en servirai pour écrire un script de vidéo, ça c'est sûr. Ou alors je m'enfile, parfois je l'utilise un petit peu, mais pour mes fictions ou des trucs, je sais que c'est pas grave, mais dans tous les cas, tout ce qu'il me dit, je revérifie tout derrière en fait. Je prends rien tel quel. Même pour la reformulation, alors par contre, il parle avec un très beau vocabulaire. Ça là-dessus, tu peux le paramétrer pour qu'il parle avec un très beau vocabulaire. Mais je trouve que dans ce qui sort parfois, ça fait un peu langue de bois. Il parle pour rien dire. Il tourne en rond.
il sort des mots, ouais, tu tournes en rond dans ce que tu dis là. Bon, mais en fait, ça peut être intéressant, par exemple, par exemple, tu peux lui donner un script et dire, bah tiens, t'en penses quoi? Voilà. Tu peux, mais c'est pas. Moi, j'ai souvent été déçu quand il m'a dit, ah bah tiens, dans ta vidéo, c'est bien parce que tu vas dire ça, ça, ça et ça. Mais par contre, là, tu ferais bien de changer parce que machin. Et je lui ai dit, non, mais non, c'est pas. Par exemple, à un moment, il m'a sorti, c'était pour Carton de Wart, là. Il me dit, oui, tu t'es trompé, il a été blessé à l'œil en 1904, machin. Je suis, bah non, c'est pas vrai, il a pas été blessé à l'œil en 1904. Ah oui, t'as raison, machin, il a été blessé à l'œil en telle année, telle année, telle année. Je suis, voilà. Quelle horreur. Et en fait, tu vois, tu mets un script, il dit non, tu t'es trompé là, là et là. En fait, j'ai l'impression qu'il veut forcément que tu te sois trompé quelque part. Et le problème, c'est que c'est lui qui se trompe. Et quand tu lui dis, et en plus, tu lui prends un screenshot de l'endroit, en fait, c'est de l'archive en question, donc c'est les archives UK et compagnie. Hein. Ah oui, tu as raison, c'est vrai, effectivement, ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà quoi. Enfin bon, pour revenir par rapport à Nota Bene ou d'autres gros youtubeurs, je me sens pas spécialement en compétition parce qu'on n'a pas du tout la même façon d'aborder les vidéos en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des petites vidéos sur un sujet précis, ce genre de choses. Alors parfois je le fais, mais en général quand j'aborde un thème, je fais une sorte de mini encyclopédie condensée à fond sur ce thème où je passe tout de A à Z. Quand j'ai fait l'histoire du Japon, j'ai fait toute l'histoire du Japon de A à Z de manière condensée et compréhensible. J'ai pas été prendre un détail de l'histoire japonaise pour faire une vidéo de 2 minutes, puis un autre détail, une vidéo de 2 minutes. Non, j'ai fait 3 énormes vidéos, mais il y a tout dessus. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, moi je trouve que quand on arrive à un certain niveau, comme toi tu fais là parfois, c'est bien un peu de prendre un détail et de le creuser. Ça permet de donner un... Tu sais, comme quand par exemple tu vas parler de... Je sais pas, tu vas parler... Bah là, je suis en train de faire un truc là sur la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans... pour l'île de Pâques. Hein? L'île de Pâques, j'en ai fait une vidéo dédiée par exemple. Voilà, j'avais parlé très brièvement en Océanie et j'ai quand même fait une vidéo île de Pâques parce que c'était attendu quand même, hein. Beaucoup de gens s'intéressent à ça et il fallait que je remette un petit peu les pendules à l'heure à ce sujet-là aussi. Bah, l'île de Pâques, le problème qui se pose, c'est qu'il y a plein de gens et puis alors, je sais pas si t'as vu LRDP, si t'as perdu ton temps à le regarder. Moi, je l'ai regardé entier. Hein. Alors, je l'ai regardé, j'étais relativement jeune parce que je l'ai regardé quand il est sorti. Moi, je dois avouer que quand il est sorti, ça m'a un petit peu marqué. Ça m'a un petit peu marqué parce que le mec, c'est un bon orateur. Et puis le Pouillard, là, le metteur en scène, il est excellent. Donc en fait, tu te poses des questions. Mais plus t'avances dans le reportage et plus tu te dis, mais il me prend pour un con, en fait. C'est pas possible. Le mec, il te sort, oui, alors, on fait un équateur penché, machin, tout ça. Et puis, à un moment, il dit quoi? Il dit, oui, comment ça se fait que quand on arrive à 20 000 km, on arrive à un point bien particulier? Ben, en fait, si tu prends un point, enfin, peu importe ce que tu vas faire, tu vas tomber sur un point particulier. Enfin, tu tombes sur un point particulier et alors? Il est où le problème? Explique-moi. Et en fait, tu te rends bien compte qu'il te prend pour un con, mais une fois que tu es pris dedans, je pense que si tu as envie de croire ce qu'il te dit, sans avoir un esprit critique, t'es embarqué, hein, parce que le mec c'est un super... sinon ça marcherait pas autant, hein. Ça se multiplie à vitesse grand V, ce genre de théorie et de vidéo, c'est un vrai cataclysme, hein. Mais parce que c'est facile à croire, c'est plus facile à croire qu'une thèse réelle d'histoire. On te rajoute des petits fantasmes et des petites histoires mystérieuses, et puis ça intéresse le mystère, alors voilà, ça marche. Et puis c'est surtout beaucoup plus, comment dire, ouais, c'est comme tu dis, c'est plus mystérieux, mais c'est surtout moins chiant en fait. C'est ça en fait le truc, c'est moins chiant, parce qu'on va te dire oui, alors il y avait des gens qui ont réussi à faire ci, qui ont réussi à faire ça. Il y a 4000 ans, ou il y a 3000 ans, ou il y a 3500 ans. En fait, les gens, ils s'imaginent vraiment qu'il y a 4000 ans, les gens étaient idiots. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Bah oui. Ça, c'est un vrai problème. Je regarde juste combien il reste de personnes, là. Ah bah, il reste plus grand monde. Joseph Désiré Junior. Si tu veux monter, Joseph, n'hésite pas pour poser des questions. C'est le moment ou jamais. Sinon, après 22h15, on va peut-être pas trop tarder après. Bah après, si personne n'a d'autres questions, après je pense qu'on peut arrêter là, hein.
Et puis, bah, n'hésite pas aussi à faire, si tu veux faire un live un jour et que je vienne, alors si tu veux que j'intervienne sur un sujet en particulier, bah, tu me le dis et puis je travaillerai le sujet. Et puis, bah, pourquoi pas, on fera un live, hein. Ce serait une bonne idée. Je suis pas trop live TikTok, mais si un jour, si un jour qu'on enregistre une émission en commun, pourquoi pas. Ok, très bien. Bon, bah, messieurs, merci d'être venus, d'être restés, messieurs, dames, parce qu'il y avait des dames quand même. Merci d'être venus, et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Crix, merci beaucoup d'avoir pris 1h15 de ton temps pour tout nous expliquer. Pas de souci. Merci à tout le monde. Et puis à bientôt. Au revoir.